Alexis est venu me voir en me disant bah puisque tu as fait le hors-série sur le tome 4, c'est toi qui vas te coller l'article. Oh bah ouais, tout ce que j'avais à dire sur le F-14, je l'ai mis dans le hors-série, moi monsieur. Trouve un angle. Ah ouais, mais moi j'en ai un peu marre de parler de cet avion. C'est quand même un avion mythique, mais alors qu'est-ce qu'il avait comme défaut? Eh ben voilà, tu l'as ton angle. Debout là-dedans. Bienvenue à tous, bonjour. C'est Lâché Solo, puisqu'on est vendredi les 18h, et donc c'est le moment où on va parler un petit peu d'aviation sur la chaîne Twitch d'Aérobuzz, Jumpseat. Frédéric Marsali au micro, je suis journaliste pour Aérobuzz justement. On va parler de quelques événements qui se sont passés cette semaine et on va même remonter un petit peu plus loin dans l'histoire. On va commencer tout de suite parce qu'aujourd'hui c'est une date anniversaire. Pas l'anniversaire le plus drôle du monde malheureusement parce que ça fait 30 ans que sur un porte-avions de l'US Navy il s'est passé ça. Wave off power, raise your gear, power. Eject, eject! Who's playing guard? Voilà, ça c'est un accident qui s'est passé donc sur l'USS Lincoln il y a 30 ans aujourd'hui. Et si on en parle, c'est que aujourd'hui c'est la date anniversaire, hein, 25 octobre 1994, 25 octobre 2004. C'est parce que cet accident qui a fait un mort a marqué l'histoire de l'US Navy et fondamentalement changé beaucoup de choses au sein de l'entité, enfin des armes US. Parce que la victime, puisque là on va parler d'une victime, c'est Cara Hultgreen qui s'est tuée lors de cet appontage. Et Cara était la première femme qualifiée pilote de F-14 au sein de l'US Navy, première femme pilote de combat au sein de la VF 213. Et c'est son histoire aussi que cet accident raconte. Et puis l'histoire est aussi importante à un deuxième titre, c'est qu'elle volait pas sur n'importe quel F-14 ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est organisé cette histoire? Cara était une pilote de l'US Navy, elle avait 29 ans hein, au jour de sa disparition. Elle était dans l'US Navy depuis déjà quelques années, elle était qualifiée pilote. Elle volait sur EA-6 Prowler, donc les avions de guerre électronique embarqués au sein d'une unité qui était basée à Key West en Floride. Et puis en 93, les armes US ont pris la décision d'ouvrir tous les postes, y compris les postes de combattants, aux femmes. Donc, il y a un certain nombre de pilotes féminines de l'US Navy qui ont levé la main en disant on est volontaire pour passer sur F-14 s'il faut. On est dans la prolongation de l'effet Top Gun, on est 7-8 ans après le film, donc on est encore dans cet effet-là. Et le F-14, c'était l'avion emblématique de l'époque, évidemment, et pour les gens qui volaient dans l'US Navy, c'était aussi peut-être l'avion ultime, le bâton de maréchal. Et donc pour ces femmes, devenir pilote de combat sur F-14, c'était plus qu'un objectif. Elles ont été 5 à passer les sélections, à passer la formation initiale sur le tome 4, puis toute l'évolution qui va jusqu'au moment où elles vont faire leurs premiers appontages. Et elles suivent une progression. Et puis, Cara Hultgreen, qui est la première qui est qualifiée, a un petit à-coup dans sa progression, c'est-à-dire que sur les phases initiales d'appontage, le premier stage, elle est retoquée, elle n'a pas le niveau. On lui dit non, il faut que tu te rentraînes à nouveau, il faut que tu repasseras la qualification après. Elle repasse ensuite, quelques semaines plus tard, la qualification, et là ça se passe bien, elle a le coup de tampon, elle est qualifiée à appontage. Donc elle est apte désormais, elle manie bien le tome 4, elle connaît le fonctionnement du système d'armes, et elle connaît les procédures pour l'appontage qui sont vraiment, alors là, pour le coup, l'appontage, c'est quand même ce qui fait la nature même de l'aviation embarquée. À partir de ce moment-là, elle est considérée comme pilote de combat à 100%. Et donc, elle s'entraîne au sein de son unité, la VF 213, à préparer un embarquement qui va se dérouler sur l'USS Lincoln, sur les zones pacifiques. Et donc, ce jour-là, c'est quelques semaines avant l'embarquement, quelques semaines avant le début de la mission, elle continue à s'entraîner, puisque de toute façon, pilote de combat, c'est un entraînement permanent. Et effectivement, l'accident se passe à 70-80 km au large de San Diego, vraiment à l'ouest de San Diego, juste sous l'île San Clemente. Si vous voulez Catalina Island, c'est juste l'île qui est juste en dessous. Donc le porte-avions orbite à ce moment-là, à cet endroit-là, pour justement que les pilotes n'aient pas trop de distance à faire pour venir faire leurs entraînements à l'appontage. Et elle se présente, et vous avez vu la vidéo, ça se passe mal. L'avion déclenche et tombe à l'eau. Alors ce qui s'est passé, d'autres l'ont étudié plus que moi. L'accident en lui-même, on ne va pas y revenir plus que ça. On va juste signaler que visiblement,
Ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'était pas bien alignée sur l'axe du porte-avions. Elle a mis un petit peu de pied sur le côté. Or, le système, le F-14 Tomcat, le F-14A, a toujours eu un problème avec les réacteurs, les TF-30, qui sont très sensibles aux perturbations des flux dans les entrées d'air. Et ce qui s'est passé, c'est que ce petit coup de palonnier à l'appontage a perturbé le flux d'air dans le réacteur, et le réacteur s'est éteint. Et comme les réacteurs du Tomcat sont très écartés, quand elle a remis les gaz sur l'autre réacteur, ça n'a fait qu'augmenter le phénomène de rotation, et l'avion a fini par déclencher. À ce moment-là, le navigateur se rend compte de la situation, il entend aussi l'officier d'appontage qui donne l'ordre, et vous l'avez entendu dans la vidéo, éjecte, 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 donc lui il tire la poignée. L'avion à ce moment-là est très incliné sur le côté, lui il est quasiment éjecté à l'horizontale, mais le siège éjectable fait que lui il va s'en sortir. Malheureusement, l'éjection du siège pilote, qui est déclenchée par l'éjection du premier siège, en fait, elle n'a pas eu, elle, à tirer la poignée, se fait au moment où l'avion est passé sur le dos, et elle est catapultée directement dans l'eau, et visiblement, elle est morte d'un coup du lapin au moment de l'impact dans l'eau, de l'éjection directement dans l'eau. Alors, ça, c'est l'accident tel qu'il est relaté. Ça a entraîné cet accident mortel qui a eu un énorme retentissement parce que Revlon Cara Green était devenue rapidement très connue, puisque toujours dans l'effet Top Gun, malheureusement pour elle, le fait d'avoir été la première femme qualifiée sur F-14 a fait que l'effet Top Gun, tout de suite les caméras sont braquées sur elle. Elle a pris la lumière. Sa progression a été suivie. Évidemment, quand vous prenez la lumière comme ça, vous ouvrez des jalousies. Et après son décès, il y a eu un certain nombre de gens qui sont prononcés, qui ont dit oui, mais c'est parce que l'US Navy, elle a qualifié trop vite des pilotes qui n'avaient pas le niveau encore pour être sur F-14. C'était une féminisation forcée des armées qui fait que les filles, pendant leur session d'entraînement, ont pu bénéficier d'une certaine clémence de la part des instructeurs, suivant cela d'éventuelles consignes venant de plus haut, pour qu'elles soient rapidement qualifiées, pour que l'US Navy puisse dire ça y est, c'est bon, on a des filles sur les porte-avions, c'est bon, il n'y a plus de problème. Le débat, honnêtement, le débat là-dessus, il est pas fermé. Il y a eu des éléments à charge, il y a eu des éléments à décharge. C'était une pilote qui était expérimentée sur un avion qui n'était pas forcément facile. Le Intruder, le Prowler n'était pas un avion extraordinairement motorisé. C'était bon. Donc c'était une pilote confirmée. Le Tomcat avait ses défauts, on le voit, avec ses réacteurs TF-30. Le nombre de problèmes qu'il y a eu avec ces réacteurs-là, on y reviendra juste après. Voilà, donc le crash de Revlon, qui a eu lieu il y a 30 ans aujourd'hui, c'est un événement marquant. Et le deuxième point pour lequel cet événement est marquant, alors il y a eu le fait que ce soit effectivement la première femme pilote de combat embarquée qui se tue. Il y a un deuxième point qui fait que l'accident est resté célèbre, c'est que l'avion sur lequel elle a volé, c'était le F-14A 160-390, et c'est un avion qui, quelques années plus tôt, s'était rendu extrêmement célèbre, puisqu'il était connu sous son indicatif au sein de la VF-41 comme Fast Eagle 107. C'est un des deux F-14 qui avait abattu des Sukhoi 22 le 19 août 1981 au large de la Libye, avec deux équipages dont les pilotes étaient Kleinman et Mudzinski, et le 107 était l'avion de Mudzinski. Donc c'était un avion qui était Sukhoi Killer, et c'est l'avion avec lequel Revlon s'est tué. Donc ça veut dire que cet accident, il a un double retentissement. Première femme pilote, puis un avion avec une histoire singulière. Et ça a fait vraiment les gros titres des journaux, et ça le fait encore aujourd'hui, on va le voir. La raison pour laquelle l'US Navy a peut-être forcé l'intégration des femmes sur les unités de combat, il faut faire remonter ça à 1991, par exemple, parce que on ne peut pas détacher de ce qui s'est passé en 93 et 94 de ce qui s'est passé en 91. 91, c'est effectivement la guerre du Golfe, mais c'est aussi quelque chose qui s'est passé à Las Vegas, au Hilton de Vegas. Les pilotes de la Navy et des Marines ont une association qui s'appelle la Tailhook Association. Tailhook, c'est la crosse d'appontage. Et tous les ans, ils font une assemblée générale, puis aussi un symposium qui s'était déroulé donc à Las Vegas. Et en 91, le symposium de la Tailhook, elle a tourné au désastre.
Alors, je vais vous donner les chiffres parce qu'ils sont juste absolument hallucinants. À l'issue de, alors je crois que c'est quelque chose qui s'est passé sur un week-end. Je ne sais plus si c'est quelques jours en semaine ou un week-end. En tout cas, cette convention qui rassemble plusieurs centaines de pilotes anciens et en activité de l'US Navy et des Marines s'est achevée par, accrochez-vous, une centaine d'accusations de harcèlement, d'agression sexuelle et de conduite indécente envers 83 femmes et 7 hommes. Et là, dans la presse américaine, ça s'est pas passé. Ça passera encore moins aujourd'hui, mais c'était déjà les prémices à l'époque. Ça, ce genre de comportement, ça passait pas. Donc il y a eu derrière des remontées de bretelles extrêmement violentes au sein de l'US Navy, jusqu'au point que le secrétaire à la Navy, on va dire le ministre délégué à l'US Navy, a sauté. Et le chef des opérations navales, donc en quelque sorte aujourd'hui ce serait Alavia, aux États-Unis, a sauté aussi. Frank Kelso a perdu son poste, tout simplement parce qu'ils étaient présents à ce symposium. Sur l'ensemble des officiers, des pilotes qui étaient présents au cours de cette convention, on estime qu'il y a eu environ 300 officiers qui ont été sanctionnés pour leur comportement par des arrêts d'avancement et par des sanctions disciplinaires. Il se dit aussi que tous les gens qui étaient de l'US Navy présents à ce symposium, à un moment ou un autre de leur carrière, ont dû répondre à des interrogations, à des interrogatoires, où on fait face à une certaine opposition pour leurs avancements. Tous les gens qui ont participé au symposium de la TILOC en 91 ont été, à un moment ou un autre, suspectés d'avoir eu aussi des comportements inappropriés. Et le scandale est énorme et dure pendant des mois. En 93, Clinton arrive au pouvoir. Il y a une espèce de chasse aux sorcières, ça nettoie un petit peu dans l'US Navy. Et à ce moment-là, la décision est prise d'ouvrir tous les postes. Donc là, la Navy se dit, bon, on va se racheter une virginité. On va rapidement mettre des femmes sur les F-14. Voilà, la question est posée. Est-ce que l'US Navy a accéléré le processus pour très rapidement avoir des femmes dans ces F-14 de façon à faire oublier ce qui s'est passé en 91? Auquel cas, effectivement, peut-être que les instructeurs auraient eu des consignes pour pas sanctionner trop fort et leur laisser le temps de progresser. Ou alors, elle a été simplement victime des tares du F-14 Tomcat qui n'en manquaient pas. Honnêtement, pour avoir étudié pour leur série, pour l'article du FANA, les accidents du F-14, ces histoires de réacteurs, c'est une histoire dingue en elle-même. Des photos de l'avion avec lequel Green s'est tué, il y en a pas, j'en ai pas trouvé beaucoup ce matin en cherchant rapidement. Alors ça, c'est une photo officielle, juste après le combat aérien de la VF 141, donc au large de la Libye en 81. Vous avez les deux équipages vainqueurs. Là, c'est Kliman avec son navigateur Vanlet. Et là, vous avez Mudzinski avec son navigateur Anderson. Alors, pour la petite histoire aussi, sur les 4 hommes qui sont présents sur la photo, il y en a 2 qui sont malheureusement décédés très rapidement après. Alors, Kliman, qui était donc un des pilotes Sukhoi Killer, lui s'est tué un accident, mais alors absolument stupide. Sur F-18, quelques années plus tard, à l'atterrissage à Miramar, il a dérapé, l'avion s'est retourné, il a été tué. Pareil, une espèce de coup du lapin dans son appareil retourné. L'appareil avait été très peu endommagé, il a juste fait un soleil. Et l'avion a été réparé, a revolé. Il est aujourd'hui exposé sur un porte-avions, je ne sais plus où. Et l'autre qui est décédé, c'est Anderson, le navigateur de Mudzinski. Lui s'est tué très bêtement quelques années plus tard en faisant du ski à Aspen. Voilà. Bon, le navigateur, lui, est devenu amiral. Il est passé pilote et je crois qu'il est même devenu pilote d'essai. Par contre, Mudzinski, je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'ai pas retrouvé trop sa trace. Il a dû quitter la marine assez rapidement. Il est peut-être pilote de ligne, mais en tout cas, enfin aujourd'hui, il est peut-être à la retraite. Mais en tout cas, j'ai pas retrouvé vraiment sa trace. Et alors, des photos du Fast Eagle 107, il n'y en a pas des masses. Là, là, ils sont devant le Fast Eagle 102, donc, qui était l'avion de Kliman
pour le kill. Mais le 107, bah voilà, il est là. Donc là, les 4 devant le 107. Et c'est une des rares photos que j'ai du 107 à l'époque. Alors, alors ça, c'est dans Unkilming, le bouquin de Lou Drendel chez Squadron Signal. Il y avait cette photo qui est donnée pour être le 107, mais elle n'est pas hyper nette. Donc, à voir s'il y en a d'autres. Mais j'ai cherché ce matin très rapidement et j'ai pas trouvé grand-chose. L'anecdote, elle est dramatique. Et surtout, moi, la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, il s'est passé aussi un autre événement dramatique. Et celui-là, on en a parlé sur Aérobuzz. Et on peut mettre les deux événements en parallèle, même s'ils n'ont pas beaucoup d'éléments communs. Mais vous allez voir. En fait, la semaine dernière, il y a un F-18, un EA-18G Growler qui s'est écrasé dans l'État de Washington. Visiblement, ils sont tapés la paroi est du mont Rainier, qui est le sommet de l'État de Washington. C'était un growler d'une unité qui est basée à Whidbey Island, donc qui est juste à côté de Seattle. Il était en vol d'entraînement. L'avion a disparu mardi. L'épave n'a été retrouvée que le vendredi. Et, parce que même si l'État de Seattle, l'État de Washington est assez peuplé, il y a des coins qui sont vraiment très, très déserts. Et donc, ils ont mis beaucoup de temps à récupérer l'épave. Et ils ont récupéré l'épave. Et c'est seulement en début de cette semaine qu'ils ont révélé qu'en fait, l'équipage est un équipage 100% féminin. Malheureusement, vu les circonstances, il n'y a pas eu de survivante. Et je crois, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un équipage 100% féminin est perdu par l'US Navy. Donc c'est pilote et opératrice système d'armes. Les deux femmes, donc il y avait Serena Whiteman et Lindsay Evans, toutes deux âgées de 31 ans, 29 pour Evelyn, 31 ans pour les deux là. Et en plus là, c'était aussi des pilotes expérimentés parce que toutes les deux avaient participé à des détachements et avaient participé à des combats sur Growler contre les Houthis, donc les combats qui se déroulent au Yémen. Et une des deux avait participé déjà aux opérations contre l'État islamique, donc au Proche-Orient, donc en Syrie. C'était des pilotes expérimentés, c'était un équipage féminin, comme aujourd'hui il en vole beaucoup dans toutes les armées. Et le sort est tombé sur elle. Et, à ma connaissance, c'est le premier équipage 100% féminin qui est perdu à la fois par l'US Navy, peut-être par l'US Air Force. Alors, il y a des pilotes féminines qui ont été perdues, il y a des navigatrices féminines qui ont été perdues. Le crash du Mirage 2000D il y a quelques années en France, la navigatrice qui est décédée dans l'accident, c'était une navigatrice. Les femmes sont intégrées aux escadrons de combat aujourd'hui, et il y a des pertes. Et c'est vrai que quand il y a des pertes féminines, ça a un retentissement un petit peu plus fort que quand c'est un équipage entièrement masculin. Et donc que ce drame se soit déroulé à quelques jours de l'anniversaire de l'accident de Cara Aldgreen, c'est une coïncidence. Il n'y a pas vraiment de lien. Malgré tout, quand on regarde les deux faits, oui, on fait un parallèle et on se dit, la première, et malgré tout, elle a ouvert une porte qui fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes dans les escadrons de combat et elles prennent les mêmes risques que les autres. Alors, je n'ai pas les circonstances de l'accident, mais pour faire un CFIT contre une montagne aussi grande, elle devait être sans visibilité. Forcément, je ne vois pas d'autre explication. Et puis, petite erreur de navigation, et poum. Ils n'ont pas eu le temps de souffrir. Alors évidemment, l'histoire de Revlon, le fait qu'elle était la première, l'effet Top Gun, le F-14 en lui-même, c'est des points qui sont extrêmement importants et essentiels. L'identité de l'avion, le Fast Eagle 107, qui a du coup pas été préservé dans des musées, alors que le 102 est aujourd'hui préservé, ça a entraîné l'écriture d'un ouvrage qui sort dans 5 jours, le 30 octobre, donc du dessinateur Romain Hugo, et dont le texte est écrit par Anastasia Heinzel, que je ne connais pas. Alors, autant
Romain Hugo, bon, on le connaît depuis longtemps, ça fait au moins, oui, ça fait 20 ans qu'il est au top des dessinateurs aéros. C'est pas une BD au sens strict du terme, d'après ce que j'ai compris, c'est un ouvrage d'illustration. Bon, il peut y avoir des pages purement BD sur certains événements, mais il y a quand même, vu les images qu'on a de l'intérieur du livre qui ont été diffusées, c'est quand même un ouvrage de texte. Et ça, c'est plutôt pas mal, parce qu'autant sur ces BD, moi, j'ai jamais été hyper fan des BD dessinés par Romain Hugo. Par contre, effectivement, comme illustrateur, waouh! Voilà, et je pense que dans cet exercice-là, il est au top. Il y a visiblement 3 éditions, donc il y a une édition de base à 17 €, il y a une édition grand format à 35 €, il y a une édition super luxe à 199 €. Allez, si je craque, ce sera sur l'édition à 35. Et donc, Romain Hugo étant un des dessinateurs des couvertures du Fana, bah forcément le Fana ce mois-ci titre sur le F-14. Et qu'est-ce qu'on a en couverture? Eh ben, on a effectivement le Fast Eagle 107 au cours de son engagement contre les Sukhoi libyens. Alors l'article est composé de 3 papiers. Il y a donc un interview de Hugo et de sa co-auteure à propos de la BD. Il y a un article que j'ai pas encore eu le temps de lire, mais qui est assez original, qui est signé du rédacteur en chef de Microsim et en tant que passionné de simulateur et rédacteur en chef du dernier magazine entièrement consacré aux simulateurs de vol, de voitures, etc., qui existe toujours, qui n'est plus vendu en kiosque, mais qui est disponible uniquement sur abonnement, eh bien, Blanchard, je crois, son nom, eh ben, lui, il a rédigé un article pour raconter ce que c'est que de piloter un F-14 au simu. C'est une approche originale, c'est une approche que j'aurais bien aimé avoir la place de mettre dans le hors-série que j'ai fait. Donc là, ils l'ont passé dans le magazine. C'est vrai que si on cherche des pilotes francophones qui ont de l'expérience sur Tomcat, ils sont pas très nombreux. Moi, je connais un pilote du CEV, un pilote d'essai qui, il y a une vingtaine d'années, pour son stage de fin d'études à l'EPNER, a eu la possibilité de faire quelques vols en F-14 dans le cadre d'un échange avec l'ITPS. Donc j'ai une photo d'un pilote français devant un F-14, je ne sais pas s'il a fait beaucoup de vols. Je sais par exemple que Jean-Marie Gall, auteur des livres chez La Presse sur le F-8 Crusader ou sur l'Aquilon ou sur l'étendard, a lui fait un vol en place arrière sur un F-14 et pour avoir entendu l'histoire de la bouche même de Jean-Marie. Ça remonte loin, c'était il y a une vingtaine d'années, c'était dans la salle de repos d'une des flottilles de l'Andivisio, et écoutez Jean-Marie raconter son vol en F-14, comment dire, vous voyez à peu près ce que c'est que de regarder Tonton Flingueur? Bon, bah c'était de ce niveau-là, c'était à hurler de rire, ils ont eu des péripéties, hein. Et lui il était assis en place arrière, c'était un échange, et avec le F-14 sur lequel il a volé, ils ont affronté les Crusaders de sa flottille, hein. C'était dans le cadre d'un exercice. Honnêtement, à l'époque, j'avais pas pensé à prendre des notes et ni à l'enregistrer. J'avais pas de moyens pour l'enregistrer. Mais honnêtement, si un jour vous croisez Jean-Marie Gall, puisque maintenant qu'il est à la retraite, il se balade un peu partout, demandez-lui de vous raconter son vol à F-14. Honnêtement, c'était une vraie galade. Donc des pilotes, des navigants français qui ont l'expérience sur F-14 pour pouvoir en parler, bah, c'est pas si évident que ça à trouver. Bon, après, des pilotes US qu'on peut, qu'on peut interviewer, oui, il y en a, mais vu les délais de fabrication du FANA, c'était peut-être pas forcément évident. Ils ont fait ce choix-là. Et puis Alexis est venu me voir en me disant, bah, puisque tu as fait le hors-série sur le Tomcat, c'est toi qui vas te coller l'article. Oh, bah, ouais, tout ce que j'avais à dire sur le F-14, je l'ai mis dans le hors-série, moi, monsieur. Il m'a dit, bah, trouve un angle. Ah ouais, mais moi, j'en ai un peu marre de parler de cet avion. C'est quand même un avion mythique, mais alors, qu'est-ce qu'il avait comme défaut? Eh ben voilà, tu l'as, ton angle. Les défauts du Tomcat. Alors, j'ai fait un texte. Bah, on me suivra ou on me suivra pas, où j'explique pourquoi le F-14 est un avion qui est mythique d'un côté et pas si mythique de l'autre. Polo 08 FR, comment ça s'écrit le nom du monsieur qui a volé en F-14? Alors, il s'appelle Jean-Marie Gall, Gall G-A-2-L. Et très facile à retrouver le nom son nom parce qu'on le trouve sur la couverture des livres sur les Crusaders en action chez la presse, l'histoire de l'Aquilon, et puis les 2 volumes sur l'histoire de l'étendard. Alors je sais qu'il était en train de plus ou moins de travailler sur l'histoire du super étendard. J'espère que ça aboutira, parce que lui, en fait, comme il a été pilote dans la marine pendant assez longtemps, je crois une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Il a fait du Crusader beaucoup, il a fait un peu d'étendard 4. Donc et puis il avait puis le membre de l'Ardence, dont on a parlé la semaine dernière, il a tous les pilotes, enfin il est toujours en contact avec beaucoup de pilotes,
Donc il avait beaucoup de témoignages et puis surtout beaucoup d'archives, beaucoup de photos. Et donc ouais, son livre, je crois qu'il y a aussi à une époque il parlait aussi de travailler sur les corsaires français. Bon, voilà, bon, bref. Non, mais si vous le croisez, payez-lui une bière et puis demandez-lui de vous raconter son vol en place arrière sur un F-14. C'est épique. Bah, peut-être que, tiens, je lance l'invitation. Jean-Marie, si tu m'entends, tu fais signe et puis on t'invite sur le jump site et puis tu viendras nous raconter ta carrière et puis tes anecdotes. Je pense qu'il y aurait moyen à ce qu'on se marre bien. Donc, moi, alors Jean-Marie, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. On n'a plus été trop en contact parce que bah, on a bossé chacun dans notre coin, mais c'est quelqu'un avec qui j'avais beaucoup de plaisir à discuter, avec qui je reprendrai contact volontiers. Donc moi j'ai fait l'article sur le Tomcat et mon approche était de dire, bah écoutez, vous êtes tous fascinés par le Tomcat, mais la vérité du Tomcat, du F-14, c'est que c'est un avion moyen. En fait, c'était un très bon système d'armes, mais le vecteur souffrait de plusieurs défauts rédhibitoires, dont les fameux réacteurs TF-30. Et dans l'accident de Revlon, ils ont joué un rôle primordial. Donc j'ai essayé de décrire quelque chose qui soit un petit peu une espèce de, pas un réquisitoire, mais on n'est pas loin, de bien remettre aussi en forme les problèmes qu'il y a eu, à la fois sur les prototypes, à la fois sur l'évolution, sur les problèmes budgétaires. Et toute l'ironie de la situation, c'est que finalement on arrive dans les années 90, à ce moment-là, au moment où la fin de production de l'avion arrive, l'US Navy met quand même de l'argent sur la table pour avoir des versions remotorisées. Donc ils ont viré les TF-30, ils ont mis des réacteurs plus modernes, qui sont dérivés d'ailleurs des moteurs des F-15 et des F-16, hein, d'ailleurs. Et ces moteurs-là, ils modernisent l'avion, ils mettent des réacteurs qui sont moins sensibles aux perturbations des flux, qui sont même en plus un petit peu plus puissants. Enfin, quand je dis un petit peu plus puissant, ils poussent une tonne de plus par réacteur. Donc sur un avion qui n'était pas forcément extrêmement motorisé, ça fait du bien. Et en plus, à ce moment-là, l'US Navy commence à utiliser le Tomcat comme avion. Voilà, General Electric F-110. Merci Franck. L'US Navy commence à utiliser le Tomcat comme bombe 4, comme avion d'attaque au sol, parce que l'appareil a été conçu initialement comme ça. Il a fait une grande partie de sa carrière comme intercepteur, mais il avait une capacité air-sol. Il avait, comme c'est un avion gros et lourd, il avait une capacité d'emport monstrueuse, quasiment 4 tonnes de bombes. Et en plus, il a été très vite équipé de systèmes de guidage laser, enfin un dérivé du lanterne qui était sur le F-15. L'avion avait une bonne précision de tir, une grosse autonomie, une grosse capacité d'emport. Et comme avion d'attaque au sol, c'est une carrière qui n'est pas très connue, mais en Afghanistan et en Irak, ils ont cartonné. Et à ce moment-là, il a un bon moteur, un bon système d'armes, et c'est à ce moment-là qu'on arrête la production et que très vite, la production s'arrête, je crois, 92, hein, quelque chose comme ça, et l'avion est retiré du service en 2006. Ça veut dire qu'au moment où l'avion est retiré du service, les derniers F-14 produits ont une quinzaine d'années, ils sont à mi-vie. Et ça, c'est un gros gaspillage. Et l'autre ironie, c'est qu'il y a eu à peu près 700 Tomcat construits, et sur les 700, il y en a 650 qui sont allés dans l'US Navy, et que finalement, il n'y en a eu que 125, donc vraiment moins d'un quart de la production, enfin même bien moins que ça, qui a été équipé, qui était au top. C'est comme si ça avait été des avions d'un standard pauvre pendant toute sa carrière. Au moment où ils arrivent au standard définitif, bah, c'est à ce moment-là qu'ils le retirent du service. C'est vraiment un avion sur lequel bah, y a eu des ratés monstrueux. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'article. Ça reste une bête légendaire. Esthétiquement, il est superbe. Il a vraiment l'allure de sa mission. Il a les états de service qui vont bien. Effectivement, dans l'US Navy, il y a quelques combats aériens qui sont notables, mais il faut voir la carrière en Iran. Il n'y a pas beaucoup d'informations qu'on filtrait, mais le peu qui filtre, c'est que l'avion, moi dans un des livres qui ont été publiés dans les années 2000 chez Osprey, il y a une liste de revendications de victoire. Alors, on parle de revendications de victoire, c'est-à-dire que ce sont les pilotes qui disent « moi, j'ai abattu ». Et derrière, on s'aperçoit que souvent, il y a de l'overclaim, c'est-à-dire que oui, tu crois que tu l'as abattu, mais en fait, non, il a juste été endommagé, ou même tu l'as raté, mais tu l'as pas vu, il est rentré à la maison. Je crois que la liste, elle est de 160 revendications de victoire aérienne, y compris des revendications au Phoenix, ce qu'il n'y a jamais eu dans l'US Navy. Et effectivement, comme tu le soulignes, Ira Aviation 18, l'avion vole toujours dans l'armée iranienne. Alors, la question, c'est à combien d'exemplaires? Une vingtaine, visiblement, au moins.
Sur les 79 qu'ils ont reçus, ça fait pas beaucoup. Sauf que les avions, ils les entretiennent eux-mêmes. Il n'y a plus de soutien de la part de Grumman. Ils ont épuisé leur stock de Phoenix, donc ils ont créé des missiles RR moyenne portée compatibles. Ils ont fait de la rétro-ingénierie. Ils arrivent à les entretenir eux-mêmes. Attention, faut pas oublier que l'Iran, c'est pas l'Afghanistan, c'est pas un pays de barbares. Les Iraniens, ils ont un taux d'alphabétisation qui est supérieur au taux d'alphabétisation français. Et d'ailleurs, c'est aussi un des problèmes, c'est qu'ils ont une jeunesse qui est bien élevée, qui est universitaire et qui a de plus en plus de mal à vivre sous le régime des mollahs. Donc on voit bien l'ambiguïté du pays. C'est un pays extrêmement industriel, et où il y a des gens extrêmement intelligents et bien formés dans les universités. Et c'est pour ça qu'ils ont un programme nucléaire, hein. Le vrai problème de l'Iran, c'est que c'est un pays, c'est pas un pays du tiers-monde, c'est un pays civilisé. Donc oui, ils arrivent à maintenir les F-14, ils ont encore des F-4 fantômes aussi. Jusqu'à quand, on ne sait pas, ça avait l'air de dire que jusqu'en 2040, les informations qui filtrent depuis l'Iran, c'est que, oui, jusqu'en 2040, hein, sans doute. Bon, pour aller spotter à Téhéran, c'est pas évident, donc voilà, bon, on verra. Puis surtout, il y a eu un autre truc, c'est qu'au moment du retrait des F-14 de US Navy, tout a été fait pour qu'aucune pièce ne puisse être exportée vers l'Iran, pour ne pas leur faciliter la tâche, parce que malgré tout, le Tomcat, ça reste quand même une plateforme de tir avec des capacités importantes, et donc un danger, que ça fait peser un danger sur toutes les opérations dans ce secteur-là. Alors, moi, j'ai fait cet article qui s'étale sur une dizaine de pages. Je dois faire un petit correctif parce que je me suis bien planté dans les légendes de ces deux photos. Donc, je vais faire un correctif ce week-end que je vais envoyer à Alexis. Alors, qu'est-ce que tu dis, Franck? Mais j'avais vu des rumeurs comme quoi ils avaient réussi à en remotoriser, mais je ne crois pas que ça a été confirmé. Je regarderai. Moi, ça me dit rien. Remotorisation. En tout cas, peut-être qu'ils ont travaillé sur les TF-30, ils ont réussi à les améliorer. Mais remotoriser, mais je vois pas trop avec quoi. Bon, à vérifier. Mais c'est vrai que la partie iranienne du F-14, c'est Babak Tagzaei qui s'en est occupé, donc vraiment, je m'y suis pas du tout intéressé. Revenons à ma belle boulette. Là, j'ai publié 2 photos de cockpit. Alors, évidemment, j'y suis allé là, j'ai dit que à droite, c'était un cockpit de F-14A. Eh ben non. Si, c'est un F-14A, mais visiblement, c'est un avion de pré-série, parce qu'on a une avionique qui est très analogique. Un lecteur du FANA qui a vu ça nous a envoyé un message ce matin en nous disant que c'était peut-être même un des avions de pré-série qui avait été utilisé par la NASA. Donc il faut que je remonte à l'origine de la photo et je regarde aussi dans les exifs s'il n'y a pas la légende précise, et je suis vraiment passé à côté. Et donc, bien parti, bien, vous voyez, j'ai expliqué que ça c'est un cockpit avant de F-14D avec les beaux écrans. En fait non, le F-14A avait déjà des écrans. Alors c'était des écrans cathodiques dès la version F-14A, et donc ça c'est bien un cockpit de F-14A. Donc je vais faire un petit récap, mais ça montre que j'ai volé sur Osimus, sur Tomcat, sur Fleet Defender, donc dans les années 90, et ça remonte bien, et ça prouve aussi que j'ai toujours pas installé DCS, et que donc je n'ai toujours pas volé Osimus avec un F-14 décent. Alors on va passer très rapidement, voilà, je vous montre ma tenue, Aerorun. Puis j'ai même la médaille du finisher. La semaine dernière, dimanche dernier, j'ai fait l'Aerorun, donc au Bourget, la manifestation qui était organisée par Aviation sans frontières et qui consistait à une course à pied de 10 km sur les pistes du Bourget. Alors moi, quand on m'a annoncé sur les pistes du Bourget, je me suis dit non, allez, on va courir sur le musée de l'air, on va courir là sur les taxiways, mais la piste, j'y croyais pas. Non, mais tout faux, Fred. On a le circuit de la piste, alors que nous on a emprunté pour la marche, mais qui avait été utilisé aussi pour la course à pied, parce que moi je ne cours pas. La piste, elle était là. Voilà, et c'est ça. Et là, on a fait 2,5 km sur la 0321, qui était fermée, pour le coup. Et c'était une expérience assez étonnante. Alors, le point de départ était là. Alors, pour ceux qui ne seraient pas très familiers, là, vous avez le musée de l'air. Là, vous avez une station de métro en construction. Là, vous avez tout ce qui est aviation d'affaires. Là, c'est l'ancienne base aérienne de l'aéronavale de Duny qui est fermée, et qui est là où sont les réserves du musée de l'air. Et on voit aussi qu'ils ont construit pas mal de hangars. Là, il y a
3 hangars qui, ces dernières années, se sont construits pour abriter les pièces les plus grosses et les plus rares, que j'ai eu l'occasion de visiter d'ailleurs, c'est très intéressant. Et donc nous, on a couru comme ça, tac, on est allé quasiment jusqu'à la bretelle, là, puis on est remonté. Bah, c'était amusant. Alors, je n'ai pas participé à la course à pied, je ne cours pas. Mais en tant que participant, moi j'ai fait la marche de 2,5 km. Alors 2,5 km, je les ai marchés, vraiment, en... Combien j'ai fait? 24 minutes. Sachant que je me suis quand même arrêté à 2 moments pour prendre en photo le seuil de piste, le 0,3, parce que ça m'éclate. Et puis il y avait un Falcon qui avait été amené au milieu de la piste pour qu'on puisse avoir un avion. C'était le Falcon qui sert pour Dassault, pour transférer des pièces. Enfin, c'est un des avions de Falcon Service et qui était là, qui avait été amené au roulage pour nous. Bon, c'était super sympa comme manip. Voilà. Alors, je ne m'entraînerai pas pour l'année prochaine pour courir parce que non, je ne cours pas, je déteste ça. Par contre, marcher 2,5 km, j'ai trouvé ça trop court. Mais en fait, l'ironie de la situation, c'est que moi, je suis venu en RER. Et alors, voilà la carte générale du Bourget. La gare RER, elle est là. Donc moi je suis venu à pied. En fait ça fait 2 km. Donc j'ai fait 4 km à pied, aller-retour avec la gare du Bourget pour aller faire une marche de 2,5 km. Non, je pense que niveau exercice physique, là j'étais bien. Mais ouais, j'aurais pu marcher quelques kilomètres de plus, c'était pas un problème. 25 minutes, ouais, j'ai pas forcé, hein. Faut être honnête, mais c'est très agréable. Alors par contre, effectivement, on a eu la médaille de finisher, et là où c'est un peu ironique, c'est que c'est la médaille de finisher pour les 10 km, alors que j'ai pas couru du tout 10 km. C'est quand même quelque chose d'assez rigolo. Mais je suis assez content parce que des médailles de finisher, c'est ma première. Même si elle est un peu usurpée. Allez, c'est pas grave. Et puis, de toute façon, c'était pour une bonne cause. Visiblement, Aviation Sans Frontières veut renouveler l'expérience, et comme ça s'est plutôt bien passé avec ADP, donc pour moi, parce que faut être honnête, hein, la piste 0321 n'est pas très très utilisée au Bourget, ils utilisent surtout les deux qui sont au nord. Là, il y a une 0927 et il y a une 08. Si je me souviens bien, celle-là est utilisée surtout pour les atterrissages et celle-là pour les décollages, encore que bon. Mais celle-là est assez rarement utilisée. Moi, j'ai souvent vu, elle est utilisée pendant les salons du Bourget. Et puis, je l'ai vu pour poser des avions légers. Par exemple, le Tour de France des avions légers s'était posé là pour justement pas gêner le trafic habituel. Quand il y avait les carrefours de l'air au musée de l'air, les avions de collection se posaient aussi sur la 03, mais c'est vraiment pas la piste la plus fréquentée. Ceci dit, voilà, pendant les salons, c'est vraiment la piste principale. Bon, voilà, le musée de l'air, voilà ce que ça donnait de courir sur une vraie piste d'atterrissage. Le Falcon est là. Et bon, là, c'est la marche. On voit que les gens sont un petit peu détendus. On était moins nombreux que pour le 10 km. Et voilà, le seuil de piste 0,3, vraiment. Et alors, ce qui est très surprenant, ce qui a beaucoup surpris les gens qui venaient là vraiment pour courir, c'est qu'ils s'attendaient à une piste d'aéroport, que ce soit quelque chose de très, très lisse. Ben non, en fait, les pistes au Bourget, il y a un vrai relief. Il y a une petite montée, enfin, au début, il y a un creux au milieu, puis ça remonte. Donc là, il fallait descendre et puis remonter. Bah, il y a des gens qui l'ont senti dans les pattes. Alors, c'est pas la route des Gardes, hein, celle qui avait été courue pour le marathon olympique. C'est pas la même montée. Mais ça a surpris les gens, c'était ça qui était amusant. Et les gens étaient extrêmement contents de courir sur une piste, parce qu'on n'a pas l'occasion de rentrer sur une piste d'atterrissage comme ça. Donc, Aviation Sans Frontières a l'intention de renouveler l'événement un peu plus tard, l'année prochaine, visiblement. De le faire aussi en région en simultané, ce qui permettra peut-être aux gens qui sont à Lyon, à Bordeaux, peut-être à Marseille, on ne sait jamais, à Nîmes, de courir sur une vraie piste, parce que des pistes où on peut utiliser qu'une partie pendant une matinée, il y en a. Bordeaux, par exemple, il y a 2 pistes, donc on peut peut-être utiliser une partie. Marseille, il y a 2 pistes, c'est pareil, on peut neutraliser une partie éventuellement. Nîmes, c'est plus compliqué parce qu'il n'y a qu'une piste, et puis il y a des avions d'alerte. Bon, il y a plein d'aérodromes et d'aéroports où ça peut se passer. Si vous aimez le cross-country, on pourrait le faire à Moisselles. La piste est courte, mais elle est marrante. Événement à suivre, en tout cas. Alors, il y a
Angoulême a été fermé pour le 10 km de Chandier pendant 2 heures aussi. Ben voilà, ben, Angoulême, pourquoi pas courir. Fermer une piste pendant 2 heures pour un événement caricatif, pourquoi pas. Et puis c'est peut-être l'occasion aussi pour les aéroclubs de sortir les avions, de les montrer, puis de recruter du monde, pourquoi pas. Alors, pour la petite histoire, le premier a couru les 10 km en 33 minutes, je crois. Moi, ça me fait halluciner, hein. Et il y avait un classement aussi par équipe. Donc c'est Dassault qui a remporté par équipe parce qu'ils ont placé 3 équipiers, 3 membres de leur équipe dans les 10 premiers. D'ailleurs, ils en ont même placé 4 dans les 11 premiers. Donc ils ont eu le classement par équipe. Alors je sais que dans l'équipe Aérobuzz, il y a des gens qui courent. Je sais que notre rédacteur en chef préféré a couru des marathons, donc 10 km, ça ne doit pas lui faire peur. Alors je précise qu'Aérobuzz était le seul partenaire média, enfin le seul sponsor média de cette manifestation. On leur a offert des pages de pub, etc. Éventuellement, je pense que dans le cadre... alors, il faudra voir comment ça se passe avec l'organisateur, si on paye le dossard. Bon, ils n'étaient pas très chers, hein, enfin, il y a des gens qui les ont trouvés très chers, mais comme il y a une part qui part pour financer les activités d'Aviation sans frontières à voir. Franck, si tu veux courir pour l'équipe Aérobuzz, bon, c'est dans un an. Tu as le temps de t'entraîner, puis on verra pour ce qui est de payer le dossard et de voir comment on s'organise. Mais voilà, s'il y a des volontaires, bon, on lance le message. Si vous aimez courir et vous voulez courir sous la bannière Aérobuzz, eh ben, vous nous le dites. Alors Franck, mais non, mieux vous payez le train, je me démerde pour le dossard. Et l'hôtel et la bière. Non, non, l'hôtel, t'as pas la peine. Il y a le canapé. Puis pour la bière, on en reparlera. Mais voilà, ça peut être un truc sympa à faire, d'aller courir ou marcher sur les pistes du Bourget. Truc sympa, vraiment belle manifestation. Et moi, si je suis allé aussi au musée de l'air, et c'était un des à côté intéressants de l'Aérorun, c'est qu'on a pu avoir accès en tant que coureur gratuitement au musée de l'air, en libre accès, et même à la boutique où j'ai été extrêmement fort et je n'ai rien acheté, j'ai résisté. J'ai vraiment résisté à l'envie d'acheter des trucs. Et donc, il y a en ce moment, jusqu'au 5 novembre, une exposition sur Saint-Exupéry et qu'on avait annoncé sur Aérobuzz, que j'avais pas eu le temps de visiter, qui est ouvert depuis le mois de mai et qui donc se termine très bientôt. Je voulais vraiment la voir parce qu'il y avait des pièces exceptionnelles qui étaient exposées. Alors si je vous montre cette photo qui est très connue, qui est signée John Phillips, qui a été réalisée, donc alors c'est une photo qui doit dater de mai 44, mai-juin 44 et qui a été prise en Sardaigne, qui montre Syntex au retour d'une mission ou au départ. Je sais plus. En tout cas, elle est intéressante parce que c'est une des rares photos où on voit Syntex vraiment dans son avion aux commandes moteur tournant. Et surtout que là, on voit un autre F5. Et en fait, visiblement, sur les tirages originaux de John Phillips, on peut lire le numéro et c'est le 223 avec lequel il a disparu. Or, on connaît l'histoire de la récupération du 223, des pièces du 223 qui ont été remontées. On sait que ces pièces existent, mais elles ont été exposées qu'à de très très rares occasions. Or, au musée de l'air, dans cette exposition Saint-Exupéry, il y a les pièces du 223 qui sont exposées. Et donc les occasions de voir ces pièces étant tellement rares que ça valait le coup d'aller le voir. Et donc ici, on a un train d'atterrissage de la fameuse épave qui a été remontée du large de Marseille. Alors je ne vais pas revenir sur les circonstances de la disparition de Syntex parce qu'il y a vraiment débat. Il y a beaucoup de gens qui, dès qu'on en parle, qui nous disent « Ah oui, il a été descendu par un pilote allemand », en pensant notamment à Ripert. Mais honnêtement, soyons clairs, moi, la thèse Ripert, tant qu'on ne m'apportera pas des documents revendication de victoire, ou alors une plaque constructeur sur l'avion, ou des impacts de balles sur l'épave, pour l'instant, je vais garder... Alors, je ne vais pas dire que ça ne s'est pas passé comme ça, je dis juste c'est une hypothèse sur laquelle il faut travailler. Mais pour l'instant, moi, les éléments de preuve qu'on m'a amenés, ne me permettent pas de dire oui, c'est Ripert qui l'a descendu. Ceci dit, on a retrouvé un P-38 donc au large de Marseille qui, par truchement de recoupement de numéros de série sur des pièces, et c'est même pas des plaques constructeurs, hein, c'est un coup de poinçon gravé par un mécanicien sur une pièce qui a permis à Philippe Castellano d'identifier l'avion comme étant possiblement le 223. Même sur l'identification de l'avion, si on veut polémiquer, je pense qu'on peut encore. Il est présenté comme étant l'avion de Syntex, c'est vrai qu'on a trouvé une gourmette pas loin, ok. Mais il y a encore des doutes. Voilà. Et tous les doutes ne sont pas levés, donc c'est un avion qui est possiblement l'avion de Syntex, pas de problème avec ça. Il y a une forte présomption que ce soit bien son avion, mais je pense que sur ce genre d'histoire, il faut se garder une petite marge pour dire
Ce serait mieux si on avait un numéro de série. Une plaque constructeur, par exemple, qui permet de l'authentifier vraiment précisément, et ça, ce serait vraiment bien, et là, ça lèverait tous les doutes. Pour l'instant, il reste une marge de doute. Et celle-là, il ne faut pas l'oublier. Donc vous avez le train d'atterrissage. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise moi avec mon téléphone portable qui n'est pas extraordinaire et à travers une vitrine. Ça, c'est la photo qui a été présentée dans le dossier de presse du musée de l'Air pour présenter l'exposition. Et on voit que la pièce, elle a été un petit peu attaquée. On va y revenir. Il y avait aussi cette pièce-là. Alors je ne sais plus, je crois que c'est une pièce de la poutre de l'avion, donc attribuée à Saint-Exupéry. On voit qu'il y a d'énormes dégâts, donc l'impact a dû se faire avec un vecteur vitesse assez important. Et cette pièce-là est sans doute une des plus intéressantes. Si vous connaissez bien le P-38, vous avez reconnu cette pièce-là. C'est effectivement les turbos qui se trouvent sur les poutres du P-38. Je vais vous le montrer. Voilà, la pièce que vous avez vue, c'est la pièce qui est là sur le P-38, c'est le turbo. On reconnaît sa forme circulaire. Bon, ça, c'est le Yipi, c'est un avion assez connu. Ça fait partie des pièces qui ont été remontées. Après les campagnes, l'histoire, c'est qu'ils récupèrent la gourmette, marquée Syntex. Voilà. Ils se disent, bon, voilà, on va fouiller. Ils ont trouvé des pièces de P-38, ils les ont remontées. Et Philippe Castellano, sur une des pièces, voit un coup de poinçon avec un numéro, et il en déduit que, avec un listing de pièces de chez Lockheed, il n'a pas inventé, il a un listing de pièces de chez Lockheed, et il en dit en disant cette pièce-là a été montée sur le 223. Donc l'épave doit être celle du 223. Bon, voilà, c'est comme ça que les choses se sont faites. L'exposition, je vais passer rapidement. Il y a des pièces extrêmement intéressantes comme ce moteur Allison. Vous avez une caméra K, alors c'est une K10, il me semble, qui fait partie des caméras embarquées sur les avions de reconnaissance. C'était aussi un appareil photo qui était utilisé à la main. Notamment, j'ai regardé tout à l'heure le mitrailleur de queue de l'Enola Gay. Donc celui qui a pris les photos de l'explosion atomique d'Hiroshima était armé d'une caméra de ce type-là. Donc ça, vous en avez une exposée au musée de l'Air. Ça, c'est une des pièces les plus émouvantes de l'exposition. C'est une pièce du Caudron Simoun avec lequel Syntex et Prévost se sont plantés dans le désert. Donc c'est une des pièces authentiques du Caudron Simoun de leur tentative de raid échouée et qui a eu des conséquences sur la littérature française assez exceptionnelles. Voilà, il reste des reliques de cet avion et il y en a une qui est exposée actuellement au musée de l'Air. Alors ça, c'est des pièces qui sont exposées de temps en temps, qu'on voit de temps en temps, et donc quand elles sont sorties, ça fait pas partie des collections, des expositions permanentes, donc quand elles sortent, il faut vraiment aller les voir. Est-ce qu'elle est signée par le Petit Prince ou pas? Non, visiblement non, mais c'est vrai que l'histoire, elle vient de là quand même. Donc c'est une pièce d'avion, c'est une petite pièce d'avion, mais c'est une pièce d'avion qui a un impact sur la littérature mondiale monstrueuse, et c'est pas gros, hein. C'est toujours touchant. Puis voilà, vous avez des carnets. Alors ça, c'est un carnet des services individuels du capitaine Antoine de Saint-Exupéry en 1930-1940. Alors il était déjà au 233, il volait sur des avions de reconnaissance. Et là, il y a le compte-rendu, enfin, il y a la notation d'un certain vol vers Arras en juin 40, qui lui aussi a eu un certain impact sur la littérature, et non pas sur la littérature aéronautique, mais sur la littérature en général, avec mission de pilote de guerre, pardon. Donc voilà, vous avez les traces concrètes. Quand je parle de revendications, de report, etc., c'est ce genre de document qu'on aimerait retrouver, où on a un carnet d'une escadrille de la Luftwaffe, où il est marqué report décolle à 8h30 et revient en disant j'ai intercepté un P-38. Voilà, c'est ça qu'on aimerait trouver. En disant oui, voilà, ok, 31 juillet 44. Moi, quelqu'un qui me dit 20 ans ou 40 ans plus tard, le 31 juillet 44, je me souviens très bien de ce que j'ai fait, montre-moi ton agenda, parce que moi, je sais, ça m'est arrivé, je ne sais pas si je l'avais déjà raconté, mais on m'avait demandé mes souvenirs de mon service militaire. C'est pas vieux, hein, c'était il y a 20 ans, 25 ans maintenant, mais à l'époque, c'était 20 ans en amont. J'ai mélangé deux histoires parce que les choses se mélangent dans une tête quand on ne ressasse pas les souvenirs, et surtout quand on ne prend pas de notes. Voilà, donc c'est pour ça que les souvenirs bruts, j'ai toujours une certaine méfiance en me disant
c'est tellement facile de mélanger les choses, de mélanger les dates. Moi, si vous me demandez ce que j'ai fait le 31 juillet 2024, je suis incapable de vous le dire. Faudra que je regarde mes billets de train, si j'étais à Paris, si j'étais en Bretagne, vraiment quel jour c'était. Vraiment, alors, imaginez si on me demande le 31 juillet 84 ce que j'ai pu faire, aucune idée. Et donc cette exposition sur Syntex, elle est intéressante aussi parce qu'ils ont sorti plein de pièces de cette fameuse épave. Et il y a tout un hall, toute une partie de l'exposition sur lequel on peut s'y intéresser parce que elles expliquent comment on préserve, on conserve ces pièces qui ont passé des années dans l'eau, dans de l'eau salée. Et on sait qu'il y a des réactions chimiques quand on les sort, que la corrosion attaque et que les pièces peuvent se dégrader en quelques heures. Et donc, l'expo sert aussi de prétexte pour dire, ben voilà, on récupère des pièces, on les préserve de telle façon, on les soigne réellement de telle façon. Et à ce niveau-là, ça devient très intéressant parce que ça devient aussi une exposition un petit peu scientifique. Et dans les programmes qui sont autour du musée de l'Air, il y a des collèges et des écoles qui ont été impliqués dans des expériences sur ces pièces-là. Vous imaginez des gamins qui ont dit, on va faire des expériences sur l'avion de Syntex. Wow. Donc tout ça, et c'est l'expo qu'il y a actuellement au musée de l'Air, donc jusqu'au 5 novembre. Si vous passez dans le coin, allez-y. Et quand ce sera fini, mais on verra si ces pièces de l'avion de Syntex ressortent obligatoirement. Bah, là, évidemment, c'était l'anniversaire, donc les 80 ans. Donc là, ça valait le coup de faire une expo sur Syntex. Et effectivement, sortir ces pièces qui relèvent des collections du musée de l'Air. Attention, hein, les pièces du P-38 relèvent du musée de l'Air aujourd'hui. Pas la gourmette, mais les pièces de l'avion, oui. Et donc, pour moi, c'était... non seulement je suis allé me détendre en faisant un petit peu de sport, en courant un peu plus de 6 km et demi, en marchant 6 km et demi au total, et je ne vous compte pas les couloirs du RER. Mais ouais, je ne regrette pas d'y être allé. Donc ça, c'est une photo rapidement de 2008. Justement, j'avais assisté à la conférence où donc là, vous avez Jacques Pradel, vous avez Castellano, ça c'est un Daguet qui a expliqué que Rippert, leur découverte de Rippert et de l'histoire de Rippert, et on avait eu le témoignage de Horst Rippert, donc le pilote de chasse qui a revendiqué la victoire aérienne contre Syntex en vidéo, mais qui n'apportait pas d'éléments probants. Si vous voulez tout mon point de vue sur l'histoire de la disparition de Syntex et tous les débats qu'il y a, c'est sur mon blog 0927, il y a un article qui s'appelle La disparition de Saint-Exupéry, dans lequel je colle tous les éléments à charge et à décharge. Et puis peut-être qu'un jour on m'apportera la preuve que Horst Rippert a bien descendu le P-38 de Syntex, enfin le F-5B. Et ben, on amendera l'article à ce moment-là, mais moi, tant que j'ai pas de preuve formelle, pour l'instant, je dis il y a un doute. Il n'y a pas de certitude. Et c'est très important, en tant qu'historien, de garder une marge de sécurité sur ces histoires-là, parce que il y a un témoignage qui peut sortir un jour, qui dit, bah non, Horst Rippert, ce jour-là, était malade. D'ailleurs, regardez, j'étais médecin, voilà. Ça se trouve, voilà. Ou alors, on va découvrir chez quelqu'un les cahiers de l'unité en question. Il y aura marqué Horst Rippert, décollage 8h30, retour 14h30, j'ai abattu un P-38. Bon, bah voilà, à ce moment-là, la messe sera dite. On va se faire un petit plaisir. Alors, c'est un autre truc que j'avais prévu. Sur l'émission avec Franck, on avait un peu déconné sur les simulateurs de vol. J'avais dit que je montrerais un jour la vidéo que j'ai faite quand j'ai posé mon Boeing 727 à Saint-Barth sous Flight Simulator. Alors, j'ai rassemblé tous les éléments, mais je ne vais pas vous assommer avec tout ça. Je vais juste vous montrer la vidéo que j'ai enregistrée sur mon PC l'autre jour du décollage du 727 sous Flight Simulator 2004. Alors pour les paramètres, je suis avide, hein. Je suis parti, l'avion pèse, enfin j'ai la masse là, mais je vais pas vous dire. Je suis parti avec, alors j'avais combien de carburant? Très très peu. Je suis vraiment, l'avion a été, pour vous dire à quel point l'avion était léger, c'est que sur le manuel de vol, la masse à laquelle l'avion, là je l'ai fait décoller, n'entre pas dans le manuel de vol. De toute façon, j'avais pas le carburant minimal pour faire décoller un avion. Je suis parti avec, je sais plus, j'avais 6000 litres de carburant, donc juste le temps de mettre en route et de décoller et de faire une approche. Donc ça, c'était le décollage. Et puis je vais vous montrer l'atterrissage. Allez, vue de la tour à Saint-Barth. Voilà. Donc ça, c'est l'atterrissage. Top. Voilà. Je pose l'avion, à ce moment-là, il est aux alentours de 100 nœuds, et comme il est hyper léger et que j'ai mis la reverse
Juste au moment des roues, je l'ai vraiment posé très très court. Mais il faut juste savoir que le 727, c'est un avion qui pose très court. Il est hyper sustenté, vous avez la surface des volets qui est assez hallucinante. Dans le cockpit, ça donnait ça. Ouais, si j'avais pas parlé si longuement du F-14, on aurait pu parler de ces expériences-là. Mais dans le cockpit, ça donne ça, l'atterrissage à Saint-Barth. Alors, c'est l'aérodrome, c'est un aéroport. L'aérodrome est très très compliqué à cause de cette partie-là, qui est le col de la Tourmente, qui a été raboté depuis. Ça, c'est la scène Fly Tampa qui doit dater de 2005-2006. Ils ont représenté tel qu'il était à l'époque. Et en fait, depuis, ils ont raboté la colline pour faciliter l'atterrissage des avions. Puis surtout pour que les avions ne passent pas aussi bas qu'ils passaient par rapport aux voitures, parce qu'il y a eu des toits qui ont été endommagés. C'est à la fois réaliste et pas réaliste, c'est-à-dire que les perfos de l'avion le permettent. Poser un 727 en 600 mètres, c'est faisable, en 400 mètres aussi d'ailleurs, puisque je crois que les vols d'essai avaient montré qu'ils se posaient en moins de 500 mètres. Le seul truc rédhibitoire, bon, alors c'est en fait la solidité de la piste. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais en fait, tous les aéroports ont ce qu'on appelle un PCN, c'est-à-dire un Pavement Classification Number. En fait, c'est un coefficient de solidité de la piste. Et tous les avions ont un ACN, c'est-à-dire un Aircraft Classification Number, qui donne leur abrasivité quelque part sur la piste. Et donc, il faut que les deux chiffres coïncident. Si vous avez un avion qui a un ACN de 135 et que vous voulez le poser sur une piste qui a un PCN de 50, bah, vous allez détruire la piste. Donc, vous n'avez pas le droit de vous poser. Et effectivement, quand on a bossé, notamment avec Franck, pour trouver les éléments techniques sur cette aventure-là, la masse maximale autorisée à Saint-Barth, c'est 5,7 tonnes. J'ai pas trouvé le PCN. Par contre, j'ai trouvé l'ACN du 727. Et le 727, son ACN, il va en fonction de sa masse de 41 à 54. Sachant que les avions en dessous de 5 tonnes 7 ont en général un ACN qui est en dessous de 10. Donc là, ça passait pas. Donc en fait, techniquement, en longueur, en largeur, parce que la piste fait 700, enfin la trouée fait 700 mètres de long sur 60 mètres de large, et un 727, c'est une envergure de 32 mètres. Donc là, ça passe. La voie passe parce que la voie d'un 727, c'est environ 6-7 mètres, et la piste à Saint-Barth, elle fait 18 mètres de large, donc ça passe. Mais la solidité fait que si on le faisait en vrai, ça détruirait tout, et il faudrait bien viser, il ne faudrait pas laisser les ailes sur le col de la Tourmente. La scène de Flight Tamba et toutes les scènes de Flight Simulator ont aussi le défaut de ne pas montrer les pentes des aérodromes, ce qui complique effectivement beaucoup les approches. Quand vous arrivez et que, en plus, la piste est en descente, l'utilisation des freins, il faut la prendre en compte, elle est terrible. Ça aide à freiner quand on s'enfonce dans le tarmac? Non. Oui, tout à fait. Et même, il y a des aérodromes, je pense à Midway à Chicago, qui sont des aéroports qui sont au milieu de ville, et il y a des routes qui entourent l'aéroport pour éviter que les avions sortent de piste et aillent percuter des maisons ou des voitures, ce qui s'est passé déjà à Midway. Vous avez des seuils de piste qui sont en fait fragilisés exprès pour que les avions s'enfoncent quand ils arrivent, quand ils roulent dans cette section-là, et que ça les freine immédiatement. Un peu le principe des aires de dégagement sur les autoroutes en montagne, où vous avez des sorties spéciales pour les camions qui sont après en terre, dans lesquelles le camion qui aurait une panne de frein va se perdre. Et ben c'est exactement ça, c'est le même principe. Je ne sais plus quel nom ça porte, mais je sais qu'il y en a à Midway, je sais qu'il y en a à Teterboro aussi, aux États-Unis. En fait, tous les aéroports où il y a vraiment un risque de sortie de piste avec beaucoup de dommages sur des habitations, c'est ça. Oui, c'est les bacs à sable, cher à Jean Alizé aussi. Oh là, t'as des références que plus personne ne connaît, jeune homme. Bon voilà, on pourrait faire une émission spéciale autour de Flight Simulator. Alors ça, c'est mon Flight Sim à moi, c'est encore Flight Sim 2004, qui a 20 ans, mais je trouve que graphiquement, avec les scènes additionnelles, ça ressemble encore à quelque chose. Et pour avoir beaucoup travaillé sur le 727, au niveau comportement et domaine de vol, c'est conforme au manuel. Donc pour l'instant, je le garde. Il y a le 2024 qui sort dans quelques jours, mais peut-être que j'aurai les deux en parallèle, parce qu'il y a des choses et puis des avions qu'il y a sur 2004 avec lesquels j'ai un vrai plaisir à voler. Donc
Donc voilà, et puis si on a des expériences à faire pour dire est-ce qu'un avion pourrait, c'est les simus, ça sert à ça. Les simus, c'est un outil d'apprentissage, c'est un outil de culture aussi, parce qu'il y a beaucoup d'avions que je connais intimement parce que j'ai volé au simu dessus. Il y a plein d'endroits que je connais parce que je les ai survolés au simu. On peut sortir de la réalité aussi, mais il faut le faire bien. Donc, Ben Moll, Engineered Materials Error Restore System, EMAS. Merci Ben Moll. Voilà, ça c'est le système qui permet de freiner les avions. Oui, FS 2004, c'est bien celui avec les avions Wright et compagnie. Pour essayer de l'avoir fait voler, le biplan Wright, c'est une chierie à faire voler. C'est vraiment le truc, on se demande comment ils ont réussi. Il n'y a pas de puissance, l'avion est toujours en décrochage, c'est une galère. Alors après, il y a des avions un peu plus marrants comme le DC-3, mais il y a eu des avions additionnels qui sont encore meilleurs que le DC-3 par défaut du logiciel, mais en tout cas, ça a été un des premiers simus où aussi il y avait un cockpit 3D cliquable qui permettait d'avoir vraiment une interaction avec l'avion assez réaliste finalement. Et moi, je suis resté sur cette version-là pour des raisons informatiques en général. Non, ni remords ni regrets. Et puis il y a des avions tellement marrants à faire voler dessus avec des freeware. Alors là, le 727, c'est un payware, c'est le Flight One Dream Fleet qui avait été conçu pour Flight Sim 2002, qui avait été adapté pour 2004, mais qui n'a jamais été adapté pour les versions suivantes, et qui a des systèmes qui marchent vraiment super bien, une centrale inertielle qui marche au cordeau, on peut le doter d'un FMS, et puis en termes de système de pressu, le démarrage est réaliste. Non, vraiment, c'est un bon simu. Voilà, c'est un bon simu. En 20 ans, j'ai dû faire 5000 heures dessus. Nous, on se retrouve vendredi prochain à même heure, 18h, pour un lâcher solo, dont, comme d'habitude, je ne connais pas encore le sujet. Voilà, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt.